Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cet épisode d'itinéraire d'une photo qui a été tournée en Toscane avec un lever de lune. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, toute la partie prise de vue a été réalisée dans la vidéo partie 1 que vous pouvez visionner en cliquant ici en haut à droite. Alors, ici donc dans cette partie 2, je vais m'attaquer donc au post-traitement de cette photo, de ces photos, parce que vous allez voir que je vais devoir utiliser des compositions, parce que vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai eu pas mal de déboires dans cette partie 1 sur le terrain, et donc je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai réussi à faire finalement comme photo, pour au final tenter de sauver les meubles et arriver au résultat final que vous voyez ici à l'écran. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment j'ai fait pour sauver cette photo. Alors, ici je suis dans mon dossier Lightroom donc de cette session de Toscane. Alors je vais repérer directement les photos, voilà, de ce jour-là. Donc je vois la chapelle ici, je sélectionne la première et des lunes, voilà, encore des lunes. Ah, voilà. Jusqu'ici, donc, c'est ce fameux shooting de lever de lune. Alors, pour m'y retrouver plus facilement, je vais lui attribuer un label de couleur. Donc, je vais mettre jaune, par exemple. Et donc, maintenant, je vais filtrer pour ne plus voir que les photos de ce shooting parmi le dossier Toscane. Donc, pour ça, je vais activer la barre de filtre, dollar. Je vais dans Attributs. Et donc, je ne veux voir que les photos qui ont donc l'attribut couleur jaune. Voilà. Donc, on va les passer en revue rapidement. Donc, ça, ce sont des photos de test. Hop, X pour la jeter à la poubelle par la même occasion. Voilà. X également. Ah, voilà. Donc, si vous vous rappelez, dans la partie 1, j'avais réalisé un premier panorama en début d'heure bleue et un second en fin d'heure bleue. Voilà. Et là, en fait, la Lune s'est levée beaucoup plus tard que prévu parce qu'elle était mangée par les nuages. Et donc là, quand je m'en suis aperçu, eh bien, j'ai essayé de rattraper le coup. Comme vous voyez, elle était dans la grue, vraiment pas idéal donc. Donc je me débarrasse de ces photos-là. Voilà. Là, ensuite, je me suis décalé donc à gauche sur le plan initial. Et donc, j'ai commencé à shooter. Donc celle-là, je ne vais pas encore l'acheter. Voilà, à partir d'ici, c'est bon. Donc, celle-ci, je la jette, X. Et là, je vois que c'est ma compo qui me permet d'inclure à la fois la lune et la chapelle. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous fais juste un rapide traitement pour que vous compreniez bien la situation. Vous voyez, il y a un énorme écart de dynamique entre les deux. Donc, c'est pour ça que ici, ce shooting va être particulièrement compliqué, enfin, je veux dire le post-traitement, parce qu'il y a un écart dynamique vraiment très important entre la Lune. Vous voyez ici, je n'ai pas de détails dans la Lune et tout le reste est bouché. Comme vous pouvez le voir dans l'histogramme, j'ai des tons bouchés et j'ai simultanément des tons surexposés. Malgré l'excellente dynamique du, ici c'est le Z7 II si je ne me trompe pas, oui c'est ça, du Z7 II. Donc vous voyez que ce sont des conditions assez difficiles de prise de vue. Contrairement à d'autres situations où, par exemple, ici, j'ai été à Saint-Tropez pour shooter le lever de lune et vous allez voir qu'ici, en une seule photo, voilà, si par exemple, je prends celle-ci, vous voyez qu'en une seule photo, j'ai quasi la dynamique complète. Je ne suis pas tout à fait bouché, comme vous pouvez le voir, il y a un petit décalage dans l'histogramme et je n'ai pas de ton cramé. Donc, c'est-à-dire que si je débouche un peu mes ombres, j'augmente un peu l'expo, c'est rattrapable avec une seule photo. Donc, évidemment, il vaut mieux shooter la Lune avec un paysage lorsque vous êtes en début ou fin d'heure bleue. Mais quand il fait noir, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je vais quand même vous montrer que on peut rattraper le coup, mais il va falloir un peu plus bricoler. Donc, si la vidéo vous paraît complexe, sachez que c'est un cas difficile et que donc dans la plupart des cas, si vous planifiez bien votre shooting, vous n'aurez pas ce genre de soucis. Mais en photographie, rien n'est jamais parfait sur le terrain et donc c'est toujours utile de savoir comment procéder. Donc quittons Saint-Tropez pour la Toscane. J'appuie sur T pour maximiser mon espace. Alors, donc ici, c'est la photo avec la compo complète. Puis on voit, comme vous pouvez le voir, la Lune se déplace très vite. Hein. Si vous regardez entre les deux photos, il est 21h28, 41. Et là, on est même pas 10 secondes plus tard et vous voyez déjà comment ça a bougé. Hein. Donc là, j'ai adapté les réglages voilà, pour avoir des détails dans la Lune. Du coup, forcément, eh bien,
on a des tons bouchés, c'est irrécupérable. Je vous montre si on essaye de récupérer, vous avez compris. Puisque aussi pour arriver à avoir une vitesse d'1/50e, ce qui est vraiment déjà pas terrible en termes de vitesse pour figer la Lune, puisqu'elle se déplace vite, je suis à 25 600 ISO. Je vous rappelle que je ne pouvais pas ouvrir plus grand que f8 puisque je suis sur un 400 mm 5.6 avec un TC 1.4. Donc là, je voyais que la photo sortait du cadre, donc j'ai un peu décalé la composition à gauche. On va voir d'ailleurs où est la chapelle dans cette position. Vous voyez, du coup, là, ce n'est pas idéal au niveau de la composition pour la chapelle, mais on va composer, on va venir ramener la Lune dans la compo initiale qui était donc mieux équilibrée. Voilà, avec les deux cyprès que vous avez de la peine à imaginer, je peux bien comprendre. Donc ça, c'est les photos dont je vais avoir besoin pour la Lune. Donc je vais leur attribuer la note de 1. Donc, je raffiche la barre d'outils en appuyant sur T et je lui donne 1. Voilà, vous voyez que ça bouge. Donc normalement, toute cette série, je vais devoir la comparer. D'ici à là, je vais leur donner la note de 1, puisque je vais en avoir besoin. Et puis, donc, on va venir chercher la photo pour l'avant-plan. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça ne me servir à rien. X, ça pour sûr. Alors ça, j'en ai déjà, voilà. Donc là, en fait, ce que j'avais fait, d'après ce que je vois, j'ai tenté de faire un panorama à cette heure-là. Mais vu qu'on a fait un panorama à l'heure bleue, on va plutôt utiliser ça puisque ce sera plus qualitatif parce que je vois qu'il y a eu quelques petits soucis. Voilà. Vous voyez que c'est pas net du tout. Alors, ça c'est une photo avec la Lune toute seule. Ok, je la jette, pas besoin de la conserver. Et là, donc, j'ai basculé en mode paysage pour assurer si éventuellement je n'arrive pas à assembler tout ce puzzle que je viens de vous montrer. Et donc pour avoir au moins une photo qui englobe l'entièreté de la scène. Donc là, c'est juste la Lune, mais le paysage est dedans. Donc là, évidemment, vous voyez rien. Donc je vais vous montrer la photo qui est correctement exposée pour l'avant-plan. Voilà, c'est celle-là. Là, je suis à 30 secondes. Alors je vois que ça a bougé. Malheureusement, vous voyez, il y a une espèce de fantôme des cyprès, donc c'est pas exploitable. Je vais sur la suivante, également 30 secondes. Mais vous voyez, c'est pas terrible au niveau de la mise au point. Alors, est-ce que ça a bougé? Il y avait un petit peu de vent, donc c'est pas impossible que ça a fait trembler le trépied, parce que, si vous vous rappelez, j'étais avec ce trépied-là, un très bon trépied, hein, d'ailleurs, de Peak Design, mais qui n'est quand même pas adapté pour les très longues focales, donc quand même moins stable. Comme vous pouvez voir, les dernières pattes, elles sont vraiment très fines, et donc c'est possible qu'il y ait des micro-vibrations avec le vent. Donc c'est pas idéal de shooter la Lune avec un trépied de ce type, il vaut mieux avoir un trépied beaucoup plus stable. Mais bon, là j'étais en vacances en Toscane et donc je me baladais pas avec tout l'attirail. Donc celle-ci, a priori ça sent mieux, donc on va toujours la garder quand même celle-là, surtout qu'elle est prise qu'à 200 ISO, donc je lui donne la note de 1 dans l'éventualité où je ne peux pas utiliser le panorama. Donc par contre, au niveau composition, vous voyez que la Lune va être beaucoup trop petite hein, par rapport à la scène. Donc je ne vais même pas garder ces lunes-là. Voilà, X. On va déjà faire le ménage. Commande Backspace. Est-ce que vous voulez supprimer les 41 photos de Lightroom ou du disque? Je vais carrément les supprimer du disque puisqu'elles ne me serviront plus à rien. Voilà. Donc, on a nos deux panoramas. Je vais aussi attribuer la note de 1 au panorama, puisque je vais en avoir besoin. Alors, ça, c'était la scène avec la Lune, mais où le nuage est un peu plus clair. Donc, ça pourrait me servir hein, pour le ciel. Donc, je vais quand même les prendre. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, maintenant, je fais en sorte de ne plus afficher que les photos qui ont le label de couleur jaune et une étoile. Voilà. Et donc, je vais ajouter ça à la collection rapide en appuyant sur B. Donc maintenant, je les retrouve dans mon catalogue. Ici, collection rapide, j'ai 73 photos à examiner. Donc pourquoi je les mets dans la collection rapide? C'est simplement parce que du coup, si j'interromps mon travail, après, je risque d'enlever les options de filtrage.
de mon dossier Toscan principal et donc je dois recommencer le filtrage, etc. Alors que là, c'est donc les photos que je suis censé traiter maintenant. Voilà. Donc là, d'ailleurs, je vais enlever le filtrage, commande ou contrôle L. Et donc, on a deux panoramas. Donc, on va les assembler directement pour voir ce que ça donne. Donc ici, c'est la première série avec cette photo-là. Alors, il me semble détecter un vignettage dans les coins. Ouais, vous voyez ici, c'est un peu plus sombre au niveau des coins. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer les corrections de l'objectif avant de faire l'assemblage panoramique. Donc, supprimer l'aberration chromatique, ça ne mange jamais de pain. Et activer le profil de correction, je vois bien que l'objectif a bien été reconnu. Mais malgré ça, vous voyez, le vignettage ne disparaît pas tout à fait. Donc, est-ce que c'est parce que mon pare-soleil était peut-être mal vissé? Ça arrive, parce que d'habitude, je n'ai pas constaté du vignettage avec cet objectif, même à pleine ouverture. Enfin, soit. Je vais donc corriger moi-même le vignettage de manière manuelle. Donc, j'ai cliqué ici sur manuel. Et vous avez le curseur vignettage ici. Donc, ce que je vais faire, je vais augmenter légèrement vers la droite pour, voilà, équilibrer. Donc, on va faire un petit avant-après, regardez bien. Voilà. Alors, je peux même vérifier en passant la main dessus pour voir les informations colorimétriques, si elles sont identiques. Donc, j'ai 40, alors je suis passé en mode LAB, hein. Donc ça, vous pouvez le faire en cliquant droit sur l'histogramme et en cochant afficher les valeurs en mode LAB. Pourquoi je fais ça? Simplement pour voir la valeur de lumière. Le L de LAB correspond en fait à lumière. Donc j'ai 44% de lumière ici, puisque l'échelle va de 0 à 100. Ok, et 49. Donc c'est plus sombre. Donc je dois encore monter mon vignettage. Ok, pas évident à corriger, hein. Vous voyez, il y a encore 4 points d'écart. Évidemment, il faut aussi que j'aille voir de l'autre côté ce que ça fait, parce que peut-être qu'ici c'est correct. 52, 55, on a toujours 3 points d'écart. 59, 61, on a 2 points d'écart. Je vais aller voir de l'autre côté. Ici, 60, 59. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus correct. Je vous fais un avant-après hein, pour que vous perceviez bien l'effet du vignettage. Et donc ça, il vaut mieux le faire avant l'assemblage panoramique, parce que sinon, vous risquez de le retrouver à différents endroits de votre panorama. Donc maintenant que j'ai fait ce réglage, je vais l'appliquer à l'ensemble des photos. Donc pour ça, je m'assure d'abord qu'elles sont sélectionnées, c'est le cas. Je passe en développement et je clique sur le bouton synchroniser ici en bas. Hop, qu'est-ce que je dois synchroniser? Eh bien, tout sélectionner, voilà. Synchroniser et c'est parti. Une fois que c'est fait, toutes les photos de cette première série panoramique sont sélectionnées. Je fais CTRL, là attention c'est bien CTRL même sur un Mac, M comme maman, pour lancer la fusion panoramique. Sinon vous cliquiez droit sur les photos et vous faisiez fusion de photos, fusion panoramique. Vous l'avez deviné, je vais laisser sphérique par défaut, puisque ici ça a l'air de bien convenir. Donc le recadrage automatique était coché, ça me convient bien ici. Alors vous voyez qu'il y a des petits problèmes de transition hein, au niveau du ciel. Vous voyez, ici il y a une zone plus sombre et puis plus claire. C'est pas top top ça. Bon, je vais déjà la fusionner et je vais voir si en désactivant la correction du vignettage, ça ne donne pas un meilleur résultat, on ne sait jamais. Voilà, donc on a notre premier panorama et on va reprendre la série de photos. Et pour les réinitialiser, en fait, il suffit de faire Command-Shift-R. Voilà. Et donc, si vous regardez la première, vous verrez que maintenant, il n'y a plus de correction. Et donc, je vais recommencer l'assemblage. Ça nous permettra de comparer si le résultat est meilleur. CTRL M comme maman. C'est reparti. Alors, pendant l'assemblage, je coche toujours créer une pile. Ça permet en fait d'empiler toutes les photos qui ont servi à la fusion et il met le panorama par-dessus. Fusionner. Ouais, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Je vais me retrouver donc avec deux fichiers panorama. Je vous rappelle, quand vous créez une fusion panoramique ou HDR, il vous crée un nouveau fichier RAW au format DNG. Voilà, donc j'ai les deux. Le premier avec les corrections optiques qui ont été activées. Et vous voyez que ni l'un ni l'autre n'ont solutionné ce problème d'exposition. Donc là, il n'a pas fait un très bon job. Alors, je regarde quand même laquelle est la meilleure des deux. Donc, celle de gauche. Donc, vous voyez, celle de gauche, c'est celle où j'ai fait les corrections de vignettage, puisque ici, on voit encore dans le coin
le vignettage. Donc vous voyez que c'est pas évident. Donc vous voyez que parfois il y a quand même des petits soucis. Alors est-ce que c'est parce que j'ai travaillé en priorité à l'ouverture au lieu de fixer tout en réglage manuel? Ça n'est pas impossible. Oui, vous voyez qu'on a des temps de pause différents, hein. Ici j'ai 0,8 et la dernière j'ai 1,3. Donc en fait j'étais en priorité à l'ouverture. J'aurais mieux fait de me mettre en manuel. On va assembler la deuxième série. Donc d'ici à celle-là, on va faire pareil. Donc ici elles sont cochées. Supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Je l'avais déjà fait probablement juste avant. On va désactiver juste pour voir. Ouais, là, bah, il y a du vignettage également dans les coins. Disons qu'ils ont un peu moins vu qu'il fait beaucoup plus sombre. Donc, CTRL M et c'est parti. Voilà. Vous voyez ici, elles sont également présentes, mais ça se voit un peu moins fusionnées. Et là, pourtant, vous voyez, j'étais bien en manuel, puisque j'ai toujours 30 secondes jusqu'à la dernière. Donc, malgré ça, il y a quand même des différences ici un peu visibles dans l'assemblage. Alors, finalement, je vais plutôt prendre en compte celles où j'ai laissé le vignettage, parce que vous voyez, du coup, dans les coins à gauche et à droite, ça cloche un peu. Donc, je vais la virer, celle-là, X. Voilà. Et donc, je vais comparer maintenant les deux panoramas pour déterminer lequel des deux je vais utiliser comme avant-plan. Donc, en théorie, c'est celui de droite qui a été pris plus tard, qui est plus en correspondance avec l'exposition de la Lune, puisque ça fait plus nuit que l'autre, mais on va regarder s'il n'y a pas eu de soucis, niveau netteté, etc. Donc je vais zoomer et déjà évaluer la qualité de l'assemblage et la netteté. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas top en termes de netteté, mais j'aurais tendance à dire que je privilégierais la première expo qui a été prise plus tôt. Elles sont toutes les deux prises à ISO 64, donc le minimum, donc ça ne joue pas au niveau du bruit, mais par contre, ben, dans une pause de 30 secondes, les arbres bougent plus, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a plus de flou au niveau de l'arbre, d'ailleurs même au niveau de tout, hein, vous voyez, voilà, vous voyez qu'on sait mieux lire l'inscription ici que ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec 30 secondes, ben, il y avait du vent, et que donc probablement le trépied a un peu tremblé. Mais globalement, donc c'est la 1 qui va être retenue. Alors, vous pourriez me dire pourquoi je n'utilise pas plutôt la version qui a été prise en une seule photo à 185 mm. Eh bien, tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de mégapixels dans l'autre et qu'elle n'est pas beaucoup plus nette d'ailleurs que la précédente, comme ma version panoramique, je vous montre. Ici, donc, on se retrouve avec un fichier qui fait 15 855 pixels sur presque 8000 pixels, donc on a vraiment une bonne résolution qui va nous permettre de mieux exploiter ce fichier-là. Donc, je vire ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, celle-ci, au final, je n'utilise pas. X. Voilà, donc vous voyez l'utilité d'avoir shooté le panorama en début d'heure bleue. J'ai de meilleures conditions, j'ai un fichier qui est plus exploitable. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne ressemble pas du tout à l'autre, c'est trop clair. Hein. Mais c'est pas grave, en post-traitement, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, je vais vous montrer, je vais travailler en mode de vue référence. Donc, je sélectionne le fichier et je fais Shift R. Alors, c'est l'autre qu'évidemment je dois mettre en référence. Je glisse la photo du film fixe sur la référence et à droite, donc, je veux l'autre. Je coche cette fois le cadenas pour que ça ne bouge plus. Je vire les panneaux, les infos et donc le film fixe, F6, et je vais juste ouvrir le panneau latéral de droite. Donc, première chose qu'on va faire, c'est ajuster l'exposition pour que ça corresponde plus à une photo de nuit. Voilà, attention de ne pas boucher les tons, hein, puisque on doit encore rajouter du post-traitement ensuite dans Photoshop. Donc là, ça me semble déjà plus cohérent en termes de luminosité. Hein. D'ailleurs, pour s'en assurer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est passer les deux. Malheureusement, on ne peut pas passer les deux en noir et blanc, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas distrait par la couleur. Donc je vais passer mon curseur ici au-dessus de la chapelle. Vous voyez, j'ai 48, si vous regardez l'histogramme en haut à droite. Et ici, j'ai 41, 43. Voilà, bon après, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même luminosité. Voilà, là on est déjà plus sombre. Mais je veux quand même garder un petit peu la lumière sur la chapelle parce que j'aime bien en fait qu'elle soit un peu éclairée. Donc je rappuie sur V pour revoir la couleur.
Et maintenant, vous voyez que la balance des blancs est plus chaude, donc ce qu'on peut faire, c'est la refroidir. Voilà. Et vous voyez qu'on se rapproche beaucoup plus déjà de la photo de gauche. Je vais baisser à 1 la saturation. Donc c'est toujours bien de un peu baisser la saturation au début, parce qu'après, comme je sais que je vais travailler dans Photoshop et que je risque de booster des choses, si vous êtes déjà trop haut en saturation, vous faites crever le plafond et donc ça ne va pas. Donc c'est toujours mieux de partir d'un fichier qui n'est pas trop boosté, pas trop contrasté, pas trop saturé, pour avoir plus de flexibilité. Voilà, donc vous voyez qu'en 2-3 clics, j'ai rendu la photo assez similaire à l'autre. Et donc vous voyez, je ne dois d'ailleurs pas me tromper, je vais lui mettre 2 étoiles pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Alors, maintenant la lune. Donc j'ai cette photo-ci où je trouve le nuage sympa. Et donc ce que je vais faire ensuite, je vais venir greffer la lune où on voit les détails par-dessus celle-ci. Donc laquelle des deux je vais utiliser? Bon, vous voyez comment la lune s'est fort déplacée en l'espace de moins d'1 minute. Donc je vais avoir besoin de celle-ci pour le nuage. J'aime bien celle-ci en fait où la lune sort juste du nuage. Donc je vais lui donner une note de 2. Voilà. Et puis celle-ci, on va récupérer un petit peu les hautes lumières. Voilà, comme ceci, pas trop non plus. Et je vais synchroniser ce réglage à toutes les photos de la série suivante. Commande Shift C, c'est pareil que synchroniser. Commande Shift C, Ctrl Shift C sur PC. Je sélectionne toutes les photos de la série. L'une, voilà. Commande Shift V, et donc il va coller les paramètres. C'est-à-dire simplement, j'ai baissé les hautes lumières. OK. Donc j'ai cette photo-ci. Il faudrait peut-être que j'éclaircisse un peu le ciel. Donc est-ce que c'est bouché? C'est bouché, mais dans le bas. Vous voyez, les zones qui apparaissent en bleu donc, sont les zones complètement bouchées. Par contre, dans le ciel, on a un peu de marge. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter un peu l'expo. Alors par contre, vous voyez que ça a été pris à assez fort ISO. Donc à combien? 5000. Et je n'ai pas d'autres photos où on voit le nuage en fait. Donc à la base, je ne pensais pas l'utiliser, mais finalement, j'aime bien le nuage. En fait, je préfère d'intégrer le nuage avec, ça va paraître plus naturel que de venir coller la lune que vous voyez ici, comme ça directement dans le paysage panorama. Donc je vais essayer d'assembler le ciel, mais évidemment, vous voyez qu'il me manque toute une partie du nuage, puisque je n'ai que la photo en mode portrait, je n'ai pas fait de panorama avec toute la scène. J'aurais dû, mais voilà, je ne l'ai pas. Donc on va voir ce qu'on peut bricoler avec ça. Mais donc la première chose que je vais faire, c'est de corriger le problème du bruit. Donc ici, ça ne sert à rien que j'ajuste les réglages. Je fais réinitialiser et je vais mettre le détail à 0 parce que je vais envoyer le fichier en fait dans DxO Puro pour qu'il me débruite la photo. Donc pour ça, je vais dans Fichier, Module externe et traiter avec le plugin DxO Puro. Évidemment, si vous l'avez, ce n'est pas inclus par défaut dans Lightroom. Donc j'ai mis un lien dans la description si jamais ça vous intéresse de tester ce logiciel que je trouve vraiment efficace pour la réduction du bruit. Voilà, donc l'algorithme Deep Prime, celui basé sur l'intelligence artificielle, il me dit que ça va me prendre 16 secondes. Je veux l'exporter évidemment au format DNG, qui est donc toujours un format RAW. Vous voyez que ça va être méchamment lourd, mais voilà, on ne sait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc il va le mettre dans le dossier DxO, dans le dossier des images originales. Voilà, ça ne me pose pas trop de soucis. En fait, l'avantage de la dernière version de DxO, donc ici la 2, c'est qu'il renvoie les fichiers automatiquement dans Lightroom. Donc le workflow est assez bien optimisé. Donc j'ai cliqué sur traiter, voilà, vous voyez la progression. Et dans même pas 10 secondes, c'est fait. Alors il va falloir quelques secondes supplémentaires pour qu'il renvoie les informations vers Lightroom. Voilà, vous voyez que la photo s'ouvre directement dans Lightroom. Comme vous pouvez le voir, la photo est beaucoup moins bruitée, ce qui m'arrange. Donc, est-ce qu'elle a été importée directement dans la collection? Ça, je ne suis pas certain. On va aller voir. Non, en fait, il l'a replacée dans le dossier d'origine et donc elle n'est pas importée avec. Donc, je vais retourner dans le dossier. Voilà, hop, Toscan Ocean. Voilà, vous voyez, elle est ici. Par contre, je pensais qu'il conservait les métadonnées au niveau des labels et tout ça. Comme quoi, j'ai peut-être pas fait attention. Je pensais que les métadonnées seraient conservées, c'est-à-dire le nombre d'étoiles, etc. Mais ça n'est pas le cas. Donc, je vais l'envoyer dans ma collection rapide. Donc, le raccourci clavier pour faire ça, c'est B comme bébé. Voilà. Donc, je retourne dans ma collection rapide. Hop. Et la voilà.
Alors, on va les mettre en comparaison d'ailleurs pour que vous voyez la différence. Donc, il s'agit de la 82. Alors, on va venir la placer côte à côte. Voilà, à côté de la 82. Donc, 82 DISO et ici, on a la 82 non traitée. Voilà, on va inverser en appuyant sur la flèche du bas. Et donc, on va venir zoomer. Voilà, vous voyez à droite comment c'est beaucoup plus propre qu'à gauche. Voilà, puisqu'il faut quand même que ça corresponde en termes de bruit, puisque je vous rappelle que ma photo panoramique ici que je vais utiliser a été prise, elle, à 64 ISO et donc ne présente pas de bruit dans le ciel. Donc, il faut faire en sorte que ça corresponde. Alors, maintenant, donc ça c'est pour mon nuage. Du coup, je vais la traiter, puisque je vous rappelle que je la voulais un peu plus claire au niveau du ciel. Donc D, c'est un RAW, je peux booster l'exposition un petit peu. Donc vous voyez, c'est essentiel d'avoir réduit le bruit parce que comme ça, en plus, un fichier à haut ISO, si vous boostez un fichier qui est pris à haut ISO et qui est en plus sombre, vous n'avez aucune chance d'avoir un fichier propre. Donc regardez ici, le niveau de bruit comme il est monté. Et là, je vais faire pareil sur celle-ci, DxO, voilà. Alors, vous voyez, ça reste bien propre. Alors, j'ai des petits coins là qui me dérangent. Donc, pourtant, il a appliqué normalement les corrections de l'objectif, mais voilà, je vais corriger un peu le vignettage manuellement. Voilà. J'appuie sur I pour cacher, évidemment, les inscriptions. J'ai vraiment eu le problème dans les coins là. Je l'avais jamais remarqué jusqu'à ces prises de vue de ce shooting là. Voilà. Alors, au niveau balance des blancs, on est fort magenta, même si j'aime bien le look un petit peu magenta. Pour que ça matche mieux, évidemment, avec l'or bleu d'ici, il va falloir un peu bleuir cette photo. Donc, il vaut mieux le faire à l'état pro. Donc, D, W pour activer la balance des blancs, l'outil balance des blancs. Et donc, s'il y a trop de magenta, eh bien, il faut aller vers la gauche, vers le vert. Voilà, là, vous voyez, on est déjà un peu plus naturel. Alors, je peux me mettre en comparaison, ce sera plus facile. À nouveau, donc je vais utiliser à nouveau le mode de vue référence, donc Shift R. Voilà. C'est toujours plus facile de travailler en mode de vue référence pour faire correspondre la couleur ou la luminosité. Voilà, là, on a quelque chose qui match déjà mieux. Mais en fait, je suis en train de me dire, je vais annuler. Voilà, moi j'aime bien en fait ce côté un peu jaune-orangé. C'est la lune en fait qui a ces couleurs-là, hein, puisque je vous montre après. Vous voyez, la lune, elle est jaunâtre, un peu orangée, et donc elle colorait le ciel. Donc elle modifiait la balance des blancs également de la scène. Donc plutôt qu'au final de modifier la balance des blancs de la photo avec le ciel de la lune, je vais plutôt modifier celle du panorama. Donc je vais me mettre en mode de vue référence, c'est celle-ci, cette fois qui va être en mode de vue référence, Shift R, voilà. Et donc où est ma lune? C'est celle-ci. Donc c'est l'inverse, c'est celle-ci qui est la photo de référence, je la glisse à gauche, voilà, et c'est mon panorama qui doit devenir ma photo active. Voilà. Donc ici, pour aller vers le magenta, ben, c'est simple, hein. On va un petit peu booster le magenta pour avoir de l'orangé en fait. Et donc, il faut ajouter également un peu de jaune. Voilà, là, on a déjà quelque chose qui matche mieux au niveau du ciel. Alors, pas trop quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, donc maintenant, on va s'occuper de la photo avec la lune qui a des détails. Donc, à partir d'ici, elles ont toutes été prises, il me semble, à très haut ISO. Pourquoi j'ai shooté en rafale sur le terrain, je vous le rappelle, c'est parce qu'il y a des perturbations atmosphériques et des fois, vous avez une photo qui est plus nette que l'autre. Quand vous devez traverser comme ça de nombreuses couches de l'atmosphère, eh bien, vous avez des turbulences. Elles ont toutes été prises au même réglage, donc on va rapidement, en fait, se placer en mode comparaison. Donc, C. Je vais me mettre à 100% de niveau de zoom. Voilà. Et là, donc, on va les passer en revue. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un petit lag. Qu'est-ce que j'entends par lag? Donc, c'est un petit retard, en fait, dans l'aperçu à 100%. Parce que là, je travaille sur un disque dur externe, contrairement à d'habitude. Et donc, en fait, le temps de chargement est plus long. Donc, pour éviter ce genre de soucis, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer des aperçus 1-1. Donc, ici, je sélectionne toutes les photos, voilà, et vous allez dans Bibliothèque, Aperçus,
et vous faites créer des aperçus 1-1. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer de manière beaucoup plus fluide d'une photo à l'autre. Parce que sinon, chaque fois, vous allez devoir attendre 1 ou 2 secondes pour que la photo s'affiche à 100%. Ou sinon, vous pouvez utiliser Photomécanique, un excellent logiciel pour trier ces photos beaucoup plus rapidement qui ne souffre pas de ce genre de problème de délai. Je vous ferai d'ailleurs probablement une vidéo à ce sujet-là très prochainement. Voilà, ça a pris quelques minutes. Vous voyez que maintenant, il m'affiche que les aperçus ont été créés. Et donc maintenant, je vais vous montrer la différence. Quand je suis en mode donc comparaison, c'est je zoome. Alors celle-ci, c'est celle qui avait été décalée un petit peu. Donc je vais plutôt passer celle de droite à gauche. Donc pour ça, vous appuyez sur la flèche du clavier vers le haut. Voilà. Et maintenant, donc, je vais pouvoir zoomer et comparer donc à 100% sans délai normalement. Alors dès que je vais voir une photo qui a une meilleure netteté que celle de gauche, je vais la faire passer à gauche. Chaque fois, je vais comparer comme ça. Pour la faire passer à gauche, en fait, il suffit d'appuyer sur la touche flèche vers le haut de votre clavier. Donc ici, a priori, c'est déjà celle de droite qui est un peu plus nette. Donc la 92, hop, vous voyez, la 92 est donc bien passée à gauche. 93, non. Vous voyez, maintenant je n'ai plus ce lag, donc ce petit délai, et peut donc beaucoup plus rapidement comparer les photos. Celle-ci m'a l'air un peu plus nette, la 400, hop. Alors globalement ici, il n'y a pas une énorme différence, hein. Celle-ci, la 406, je vais un peu accélérer le procédé, voilà. Voilà, donc je les ai toutes passées en revue. Alors, maintenant, il y a deux possibilités. Soit je les empile dans Photoshop pour réduire le bruit. Donc, je les envoie toutes en tant que calque. Je les transforme en objet dynamique et je fais un empilement par médiane, ce qui va réduire le bruit de la photo. Soit je n'en garde qu'une et je la traite dans DxO Pure RAW. Alors, pour avoir fait les tests, en fait, j'ai souvent un aussi bon résultat dans DxO Pure RAW avec une seule photo que par empilement de X photos dans Photoshop. Donc personnellement, je ne vais pas alourdir mon processus qui est déjà suffisamment lourd comme ça. Et donc je vais prendre la 406, voilà, que je trouvais légèrement plus nette que les autres, et je vais l'envoyer donc vers DxO Pure RAW. Comme précédemment, donc fichier, module externe, et traiter avec Pure RAW. Donc on va d'abord enlever le bruit, et puis on va essayer de rajouter de la netteté par-dessus. Voilà, à nouveau, la même procédure que précédemment pour la photo avec le nuage. Voilà, quelques secondes de patience et il va renvoyer tout ça dans Lightroom. Et le voilà. Donc, on va zoomer. Alors, je vous rappelle qu'il a... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Il m'a créé quand même une aberration chromatique qui ne me semble pas avoir détecté. Donc, je vais appuyer sur B pour la placer dans la correction rapide. Hop. Voilà, la 406, je vais venir la mettre côte à côte avec l'autre. Donc pour faire ça plus facilement, en fait, vous pouvez les trier par nom de fichier. Voilà, comme ça il va se mettre naturellement à côté de la 406. Voilà. Donc c'est pour se passer en comparaison. Flèche du clavier vers le haut. Voilà. À gauche, l'original. À droite, la version débruitée. Et on va zoomer. Donc vous voyez, il m'a fait ressortir plus l'aberration chromatique ici, un peu sciante, donc ça c'est un peu problématique. Par contre, il a bien débruité la photo, il a quand même enlevé pas mal de détails, mais effectivement, vous n'avez pas les mêmes hautes lumières. Donc sur celle-ci, j'étais à -6, donc vous voyez qu'il n'a pas tenu compte des réglages, donc -6 également. Voilà, donc là la comparaison sera meilleure. Voilà. Donc on a bien débruité. Alors est-ce que je peux enlever l'aberration chromatique? J'appuie sur J pour ne pas voir les zones sous-exposées. Ça ne m'intéresse pas puisque seule la lune m'intéresse. Donc correction de l'objectif. Je vais cocher activer, supprimer l'aberration chromatique. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Je
vais encore zoomer un peu plus là pour mieux voir. Commande plus. Il en reste un peu, donc on va aller sur manuel. On va prendre la pipette ici. Prenez la pipette et on va venir, voilà, sélectionner ce cyan. Voilà, c'est un peu mieux, il y a encore du vert. Alors on va définir nous-mêmes la frange. Donc il y a du cyan, donc on va augmenter la valeur. Donc vous pouvez ici en fait définir ce que vous considérez comme du cyan. Donc on va un peu élargir le spectre. Voilà, donc c'est le spectre là. Et on va, voilà, vous voyez, en boostant la valeur. Donc j'ai d'abord écarté plus les deux curseurs ici pour qu'ils considèrent plus les différentes nuances entre elles. Et donc après, j'ai augmenté donc la correction. Donc il en reste encore un free-frelin, donc je vais encore élargir un peu plus le spectre, puisque de toute manière, il n'y a aucun risque que je perde des couleurs, puisque la lune est orange, et ici on est clairement sur un spectre colorimétrique qui va du vert vers le bleu. Donc voilà, j'ai réussi, donc je vous montre avant-après, à supprimer l'aberration chromatique générée par DxO. En fait, elle est présente naturellement dans le fichier original, mais lui, curieusement, l'a accentuée. Alors par contre, il y a également en bas, donc là ça n'a rien fait, je vais voir la version originale s'il y avait ça. Ouais, il y avait déjà ça dans l'original en fait. Je vais voir si dans l'original, en cochant supprimer l'aberration chromatique. Là c'est plus délicat parce qu'en fait, on ne peut pas enlever de l'orange, puisque si on enlève l'orange, en fait, on va désaturer la lune, on va voir. Peut-être on réglera ça dans Photoshop. Je vais voir en écartant le curseur ici. Voilà, vous voyez que je perds un peu l'orange, mais du coup, ça impacte la lune. Bref, j'annule, commande ou CTRL Z. Donc, je m'occuperai de ça plutôt dans Photoshop. Quand vous voyez des problèmes comme ça qui sont difficiles à éliminer dans Lightroom, sachez que Photoshop se débrouillera mieux. Ok, donc est-ce que j'ai bien récupéré mes hautes lumières à -6 comme dans l'autre fichier? Ok, je pense que je vais récupérer rien plus. Voilà, -10 comme ça. Ok, donc maintenant que j'ai débruité, je vais l'envoyer vers Topaz Sharpen AI qui va donc lui renforcer les détails. Donc pour ça, clic droit, modifier dans Topaz Sharpen AI. Alors ne cherchez pas dans Lightroom, évidemment ça n'y est pas par défaut, c'est un plugin, donc un logiciel à acheter et à installer pour qu'il soit disponible. Donc je vous ai mis le lien dans la description, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le tester gratuitement, je crois pendant 30 jours. Voilà, donc là, évidemment, on va quitter le format RAW, il va en créer un TIFF, et le fichier, voilà, va s'ouvrir dans Topaz Sharpen AI. Alors, évidemment, on voit rien parce qu'on est dans le noir du ciel, donc il faut bouger la navigation ici, le rectangle, voilà, sur la Lune, et on va voir ce qu'il nous fait. Ah, vous voyez que c'est pas mal au niveau des détails de la Lune. Donc là, il y a différents algorithmes. Là, c'est le out of focus. Donc, vous voyez différents. Vous avez motion blur, donc motion blur flou de mouvement, out of focus ou too soft. On va tester les trois. Donc, too soft. Ok, on va voir avant, après. Ouais, ça me semble plus naturel. Et on va tester quand même le motion blur, puisque en fait, le flou est aussi dû à la faible vitesse que j'ai utilisée. Donc la Lune a légèrement bougé, même si ça ne se voit pas trop dans la photo, mais ça a bougé. Donc peut-être que le motion blur ici est plus adapté. On va voir avant-après. Avant-après. Alors, j'aime pas du tout ce que ça me fait en bordure, hein, mais ça, c'est pas trop grave parce qu'on peut gérer ça lorsqu'on va importer la Lune dans Photoshop. Mais donc, au niveau des détails, c'est pas trop mal, je trouve. Attends. Je vais quand même encore recomparer avec Out of Focus. Ouais, non, ici, on a quand même plus de détails. Motion Blur et Out of Focus. Alors, ce que je vais faire, puisqu'il n'y a jamais rien de parfait, c'est en fait, je vais utiliser la version non renforcée pour la bordure. Hein. Donc ici, c'est la version qui émane de DxO. Donc, mais juste pour quelques pixels de la bordure et l'intérieur avec le out of focus ici qui a vraiment fait bien ressortir les détails des cratères, etc. Donc voilà, c'est encore un peu du chipotage, mais voilà, si on est perfectionniste, eh bien, sachez qu'il y a toujours des solutions. Donc, je vais partir là-dessus, apply, donc il écrase le fichier TIFF qui a voilà, été
créé précédemment. Voilà. Et donc là, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, je vais vous montrer. Donc j'ai le 406, je vais lui donner 2 étoiles également, 2 étoiles aussi. Donc on va passer les 3 en revue ici, je les sélectionne tous les 3, c'est. Donc là, on a la version originale, alors on va se mettre à 100%, donc commande Alt 0, voilà. Donc là, vous voyez le débruitage et ensuite l'ajout de netteté. Donc on va utiliser les deux. Donc je ne vais pas utiliser la 406 originale puisqu'elle a du bruit. Donc je vais d'abord désélectionner, commande D, je désélectionne et il ne lui donne qu'une étoile, voilà. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour envoyer dans Photoshop. Donc je vais filtrer par attribut. Toutes celles auxquelles j'ai donné 2 étoiles maintenant font partie. Je vais enlever le libellé jaune, voilà. Alors celle-ci c'était la version qui n'avait pas été débruitée, donc je vais lui enlever une étoile, comme ça elle n'apparaît pas dans la sélection, et voilà. Donc voilà les 4 pièces du puzzle, le panorama, le ciel avec le nuage duquel sort la lune mais surexposé, et là la lune renforcée, et ici la lune débruitée qu'on va combiner. Donc on va combiner en fait ces 4 photos pour créer l'image finale. Alors pour ça, on va les envoyer depuis Lightroom, commande CTRL A, clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Les voilà dans Photoshop. Donc je vais déjà réorganiser mes calques en plaçant les calques avec la lune au-dessus. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette partie-là. Donc cette partie qui a été consacrée donc au tri dans Lightroom, la sélection et surtout la préparation des fichiers RAW avant de procéder à l'assemblage dans Photoshop. Dans la partie 3, je vous montrerai donc comment assembler tout ça dans Photoshop. Si vous êtes intéressé de suivre mes backstage, les coulisses de mes aventures photographiques, vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos pour YouTube aussi longues et donc souvent je partage des petites astuces en stories. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, j'ai mis le lien en description. En tout cas, on se donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de ce traitement de la Lune. Ciao, ciao!